Depuis que nous l'étudions, l'origine de l'homme n'est pas claire. Alors que l'évolution de tout être vivant suit les lois de la nature, l'évolution humaine présente des anomalies. En 1860, Darwin théorise l'évolution naturelle, mais sur l'homme, cette théorie est démentie par le fameux chaînon manquant. Aujourd'hui, les progrès scientifiques portent à 4 les anomalies de l'évolution humaine sans pour autant savoir les expliquer. Une réponse, bien qu'incroyable, est donnée par les anciens textes sacrés du monde entier et aucun d'eux ne parle d'évolution naturelle de l'homme. Au contraire, ils citent tous une évolution pilotée. Les anciens textes sumériens, chinois, indiens, égyptiens et grecs citent la création de l'homme comme l'œuvre de plusieurs êtres non terrestres qu'ils appellent Dieu. Les anciens textes hébreux et chrétiens affirment que l'homme est le produit d'un ajustement de choses existantes et que un ou plusieurs dieux ont réalisé une opération chirurgicale avec anesthésie, prise de chair et suture sur Adam pour obtenir Ève. L'islam affirme que l'homme est une nouvelle créature terrestre apparue du rien, créée par un seul Dieu. La science moderne a établi que la vie sur la Terre est apparue il y a 4 milliards d'années et qu'après de grandes extinctions en masse, elle a enfin généré les plantes et les animaux. Qu'il y a 60 millions d'années naissent les primates et qu'il y a 5 millions d'années apparaît le premier hominidé, l'Australopithèque. Le volume de son cerveau est de 450 cm3, comme les singes. Il mesure 130 cm. Il vit dans les arbres et alterne quadrupédie et bipédie. Il y a 2,5 millions d'années, se produit une première anomalie. Une espèce d'Australopithèque passe de 48 chromosomes à 46 et devient une nouvelle créature, l'Homo habilis. Comment a-t-elle fait? Les chromosomes transmettent les informations génétiques aux cellules, mais s'ils changent soudain de nombre, le résultat est une aberration chromosomique. Après avoir réussi cette manipulation génétique, il faudrait en outre cloner ensuite un grand nombre de mâles et de femelles fertiles pour permettre la survie de l'espèce. Qui pouvait, à cette époque, réaliser en masse ces manipulations génétiques que les scientifiques modernes connaissent à peine? Des extraterrestres? Le Veda, le plus ancien des livres indiens, cite
400 000 races humanoïdes existantes dans la Voie lactée, dont une douzaine est jadis venue visiter la Terre à maintes reprises. L'ésotérisme affirme que plusieurs êtres existent dans l'univers et qu'ils sont semblables aux humains puisque les lois sont les mêmes partout dans la création. Les plus anciens de ces êtres ont coutume de greffer leur ADN sur les hominidés de différentes planètes dans le but d'obtenir l'union des humanoïdes dans une unique conscience. Peut-être que des mâles et des femelles australopithèques ont été l'objet de cette coutume et donc génétiquement mutés en humains dont la première marche est l'Homo habilis. Le fait est que l'Homo habilis survit au changement de la structure chromosomique et devient le premier représentant de l'humanité. Sa taille reste à 130 cm, mais son volume cérébral augmente de 450 à 600 cm3. Ses dents, sa structure osseuse et nasale changent, il marche exclusivement debout et fabrique des galets taillés pour se défendre des prédateurs et dépecer les animaux. Il y a 1 million d'années, certains Homo habilis quittent l'Afrique pour l'Europe, le Moyen-Orient, la Géorgie, la Chine, l'Indonésie. Comment ont-ils fait? À cette époque, quelques centaines d'hominidés armés de pierres qui se mettent d'accord par grognements et gestes pour entreprendre un voyage intercontinental à pied ne peut pas arriver si loin et sur plusieurs coins du monde en même temps. Sauf s'ils sont portés, comme nos éleveurs portent leur bétail, sur les camions, les bateaux et parfois même par avion. Une fois arrivés, les Homo habilis mutent, devenant une nouvelle créature, l'Homo erectus, dont le volume crânien passe en un seul bond de 600 à 850 cm3. Selon les lois de la nature, c'est une aberration génétique. Un pareil saut évolutif a besoin de centaines de millions d'années pour aboutir, sauf si cette manipulation est effectuée en laboratoire en plusieurs étapes. Le fait est que l'Homo erectus s'en sort très bien. Il maîtrise le feu, vit paisiblement pendant 1,5 million d'années et se répand avec succès en Asie, en Afrique et en Europe. L'Homo erectus n'a aucune raison de changer et pourtant un autre incroyable saut évolutif va le modifier. Il y a 200 000 ans, les régions à évolution accélérée du cerveau de l'Homo erectus augmentent soudainement et énormément leur efficacité, alors que dans les cerveaux des animaux, ces régions restent stables pour des centaines de millions d'années. Pour parvenir à un tel résultat dans un temps si court, il n'y a que le laboratoire. Le cerveau de l'Homo erectus double presque, passant de 850 à 1450 cm3. Il devient ainsi une nouvelle espèce, l'Homo sapiens.
Cependant, la tête de son fœtus est trop grande pour sortir des organes de reproduction. Pour sauvegarder l'espèce humaine, l'accouchement est alors anticipé à 9 des 18 mois qui seraient nécessaires, mais la mortalité est fréquente. La science n'explique pas ce passage anormal entre l'Homo erectus et l'Homo sapiens. Laissons cette tâche aux Sumériens. D'après leurs écrits, des humanoïdes géants venus d'ailleurs, les belliqueux Anunnaki, après avoir colonisé Mars et la Lune, s'installent en Mésopotamie où ils bâtissent Eridu et au Zimbabwe où ils exploitent les gisements d'or. Ayant besoin de main-d'œuvre pour les excavations, les Anunnaki capturent une femelle d'Homo erectus, combinent génétiquement son ADN avec l'ADN Anunnaki, et il y a 200 000 ans, toujours d'après les Sumériens, cette femelle génère l'Homo sapiens, une nouvelle espèce d'homme apte à comprendre les ordres et à obéir. Toutefois, nu, l'Homo sapiens n'est adapté à aucun environnement. Il n'a plus de gros poils et de défense, tandis que ses cheveux poussent en continu, s'accrochant partout. Cela complique la survie dans la nature, mais les Homo sapiens sont des spécialistes en fabrication d'outils. Ils se coupent les cheveux, se socialisent et, gesticulant pour se faire comprendre, grognent des mots. Il y a environ 60 000 ans, survient la 4e anomalie dans l'évolution de la lignée humaine. Une révolution inconcevable dans la nature dote l'Homo sapiens de la pensée symbolique. Pour la première fois, des êtres vivants sortent des limites du présent, propres à tout organisme, et extraient des symboles mentaux qui les amènent à conceptualiser l'avenir, l'infini et le transcendant. La pensée symbolique ne servant à rien si elle n'exprime pas des concepts, le larynx et le palais de l'homme s'adaptent alors. Il parle maintenant aisément, et bien que sauvage, il discute de troc et de sentiments. Il est devenu l'homme, notre ancêtre à nous, le premier humain, l'unique être vivant à s'étudier soi-même et à s'interroger sur le fonctionnement du monde. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'élargissement cérébral. Il y a eu un mécanisme génétique qui s'est déclenché dans le cerveau humain et l'a reformaté, activant la pensée symbolique. Cette très forte accélération donnée aux gènes du développement céphalique n'est possible qu'en laboratoire, par la mise en œuvre de l'ingénierie génétique. L'homme peuple le monde avec succès quand il y a 10 000 ans, une grosse météorite tombe sur la Terre, provoquant un déluge qui noie tout être vivant, y compris les hommes. Faute d'autres données sur ce désastre, nous prenons au mot
les écrits sumériens. Il raconte qu'Enki, un chef Anunnaki, alerte du déluge un homme génétiquement amélioré, Zwisudra, afin qu'il construise une arche pour sauvegarder le patrimoine génétique de sa famille, des animaux et des plantes produits à Eridu. Quand le déluge s'achève, il ne reste que quelques humains échappés sur les montagnes et la famille de Zwisudra qui se mélangent entre eux et repeuplent la terre. C'est alors que les Anunnaki se partagent le monde et ses habitants. Les Anunnaki se combattent entre eux pour des questions de territoire, et comme ils sont très avancés en technologie, il n'est pas difficile pour eux de capturer les hommes et de les forcer au travail ou à la guerre. Les hommes, à cette époque, sont aussi intelligents que les hommes modernes. Ils s'intéressent aux mystères de la mort et aux amulettes magiques, mais ils sont vêtus de peau et bien qu'ils cuisent les aliments, ils se nourrissent à la façon des animaux et vivent sans règles et sans morale. Les Sumériens citent l'Éden, un énorme enclos bâti par les Anunnaki entre l'Arménie et la mer Caspienne. C'est à cette époque et à ce même endroit qu'apparaissent soudainement les premiers animaux domestiques. La brebis, mutation chromosomique du mouflon sauvage du Moyen-Orient, est l'unique animal au monde au pelage qui pousse en continu, très utile pour fabriquer des vêtements chauds en laine. Le chien est la domestication du loup oriental, transformé en gardien obéissant. Le cheval est la domestication du tarpan oriental. Le bœuf est une mutation du bos taurus. Parmi les végétaux, le génome de l'épeautre sauvage fusionne incroyablement avec le génome d'une graminacée comestible et donne naissance au blé. Cependant, dans la nature, s'il y a fusion, le corps meurt. Sauf si cette modification génétique est réalisée en laboratoire. L'Éden est donc désormais un territoire d'agriculture et d'élevage, et comme cela nécessite des travailleurs, une tribu d'hommes tout entière est capturée et y est transportée. Dans l'Éden, ces hommes et ces femmes sont domestiqués afin d'effectuer des travaux serviles et deviennent une nouvelle race d'hommes, les Adamites. Les Adamites ne peuvent pas sortir de l'Éden, mais ils y vivent très bien. La nourriture est assurée, tout autant qu'un apprentissage culturel et technologique considérable, sans parler de l'absence de danger. Hors de l'Éden, le monde est peuplé de fauves et d'hommes sauvages. Pourtant, il y a 6000 ans, les Adamites sont chassés de l'Éden. Ils descendent alors le long de la Mésopotamie,
s'installent entre les fleuves Tigre et Euphrate, fondent le pays de Sumer et grâce au savoir acquis dans l'Éden, ils apportent aux natifs, du jour au lendemain, une civilisation prête, fonctionnelle et très avancée. Les Sumériens inventent l'écriture, représentant les expressions phonétiques de la parole par des caractères cunéiformes. Ils inventent l'école pour l'instruction et le droit pour punir l'injustice. Ils réalisent des calculs compliqués en ingénierie et sont les premiers à utiliser les nombres, se montrant capables de résoudre des équations algébriques de 3e degré. En astronomie, ils connaissent toutes les planètes de notre système solaire, y compris Uranus, Neptune et Pluton, qui ne furent découvertes que le siècle dernier. C'est toujours les Sumériens qui ont inventé le calendrier divisant le jour en 24 heures et l'heure en 60 minutes. Ainsi, la civilisation sumérienne apparaît soudainement là où il n'y avait que des huttes, et l'histoire du monde débute son aventure. Aventure dont, au fond, nous ne connaissons que les derniers 5000 ans, mais l'homme existe bien depuis 2,5 millions d'années.